Bonjour Franck, bienvenue à bord. J'espère que vous êtes bien installé et prêt pour notre échange d'aujourd'hui. J'accepte cette invitation avec immensément de plaisir. Vous avez un parcours à la fois entrepreneurial, média et académique. Avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus déterminant dans votre trajectoire et que vous n'auriez probablement pas appris dans un cadre classique ? La décision de devenir entrepreneur est une décision que j'ai mûrie assez longtemps, puisque moi je suis devenu entrepreneur à 37 ans. Avant de devenir entrepreneur, j'étais dans les grands groupes, j'étais au marketing des hôtels Mercure, donc chez Accor. Ensuite j'ai été à Publicis et ensuite j'ai été au partenariat du groupe RTL via sa régie IP. Et donc là, je me suis forgé, j'ai mûri, j'ai appris en entreprise, en agence, en médias. J'ai commencé à constituer un réseau et j'ai travaillé un projet durant à peu près 4 ans. C'est le projet de créer un groupe d'enseignement supérieur privé qui s'appelle Media School. Il a fallu que durant ces 4 années, en fait, je détermine une vision, je mette en place une stratégie avec des étapes dans le temps. Et puis après, c'est la décision de se lancer. Et donc, ce que j'ai appris, que je n'aurais probablement pas appris ailleurs, c'est d'abord d'être multitâche. Un entrepreneur, ça définit la stratégie. Donc c'est un stratège. Ça met en place le plan marketing. Donc c'est un marketeur, puis la communication, puis les recrutements, puis le management des équipes. On a commencé avec 6, 7, 8 personnes, puis aujourd'hui on en a plusieurs centaines. Donc il faut toujours avoir la capacité de bien mobiliser, de manager les équipes, d'en tirer le meilleur, de savoir diriger, de savoir agir, de savoir donner l'exemple, mais aussi de savoir déléguer. C'est important, surtout quand le projet que vous avez est un projet d'envergure que vous ne pouvez pas mener tout seul de toute façon, que vous devez mener avec les équipes. Donc, j'aurais probablement pas appris ça ailleurs si j'avais été uniquement dans une grande entreprise, à un poste déterminé de directeur marketing ou directeur de la communication ou même DG. Et donc, j'avoue que l'entrepreneuriat, c'est grandeur et servitude. Tout ne va pas toujours très bien. Il faut savoir gérer les sujets de fin de mois, il faut savoir gérer les budgets, il faut savoir gérer les augmentations, les remplacements, les licenciements parfois, les recrutements. Voilà, je dirais que tout ça, c'est beaucoup de richesse. Ça permet en fait de s'accomplir pleinement dans un projet professionnel. Vous n'avez pas eu peur de vous lancer à 37 ans ? Non, ça ne m'a pas fait peur. En réalité, j'avais vraiment bien préparé mon projet. Je vous dis, j'avais préparé durant 4 ans. Je ne m'étais pas précipité. J'étais dans un grand groupe en position ascendante et donc je n'étais pas du tout obligé de créer mon entreprise, mais ça n'a pas été simplement une envie, ça a été un projet que j'ai mûri vraiment et j'ai été déterminé à l'accomplir. Et puis je me disais que de toute façon, si ça ne fonctionnait pas, j'avais déjà une douzaine d'années d'expérience professionnelle dans la communication, le marketing et le business et que je saurais rebondir. Mais j'étais assez sûr de moi à l'époque. Vous avez eu raison, ça a fonctionné. Ça a fonctionné effectivement, alors c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, des nuits blanches, de longues journées, beaucoup de satisfaction aussi, beaucoup d'inquiétude. Quand on est entrepreneur, en fait on l'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On est entrepreneur pendant ses vacances aussi, on travaille, on réfléchit, on fait des projets, on règle des problèmes en permanence. Voilà, c'est un état d'esprit. Être entrepreneur, c'est un état d'esprit. On a construit le marché média sur des logiques de volume, de couverture et de répétition. Est-ce que ce modèle est encore adapté aujourd'hui ou est-ce qu'on est en train d'en voir les limites structurelles ? C'est fondamental, c'est-à-dire la performance média, couverture d'une cible, la répétition pour pouvoir mesurer les performances, c'est quelque chose qui est encore fondamental. Ce n'est pas suffisant puisqu'aujourd'hui, il y a des médias qui s'affirment de plus en plus dans l'univers, comme les différents réseaux sociaux qui s'adressent à différentes cibles. On ne s'adresse pas aux mêmes cibles sur LinkedIn ou sur TikTok, évidemment. Il faut savoir bien utiliser les uns et les autres. Et je dirais qu'il y a une partie affinitaire aussi qui n'était peut-être pas aussi forte, aussi
premium qu'avant. Il y a aussi les médias que vous utilisez, c'est-à-dire la cote d'amour des médias par rapport à leur cible, mais aussi par rapport à la perception de ces cibles par rapport aux médias. Il y a des love brands aujourd'hui dans les médias qui ont des places à part. Donc je dirais que c'est toujours important. Le GRP, c'est toujours important, les cibles, la couverture, la répétition, mais effectivement, la réflexion média s'est complexifiée avec l'apparition des réseaux sociaux, des médias sociaux, qui ont une place effectivement très très importante, des influenceurs aussi, qui eux-mêmes sont en soi des médias, qu'en fonction de chacune des cibles, il y a des influenceurs différents. Il faut savoir être un vrai stratège aujourd'hui pour pouvoir mettre en place une stratégie et une tactique média efficace. Si on se projette à 5 ans, est-ce que le métier média tel qu'on le connaît existe encore ? Ou est-ce qu'il va être profondément redéfini par l'intelligence artificielle ? C'est une nouvelle dimension. L'IA doit toujours être contrôlée par l'homme, la femme, par l'humain en tout cas. On doit toujours pouvoir permettre que l'IA soit au service de notre propre demande, de nos propres besoins. L'IA ne doit pas elle-même générer ses propres questions, ses propres sujets. On doit toujours pouvoir maîtriser l'IA, en tirer le meilleur. L'IA, c'est effectivement, en même temps, peut être un directeur de la stratégie, un directeur du marketing, peut être un directeur des contenus. L'IA peut effectivement être totalement multitâche avec efficacité. Ça dépend de la personne qui la dirige en réalité. C'est un peu comme un collaborateur aujourd'hui, savoir diriger un collaborateur, lui poser les bonnes questions, lui donner une feuille de route, savoir le manager aussi, savoir en tirer le meilleur. Ça, c'est important. Donc, je pense que beaucoup de choses vont changer. Si quelqu'un aujourd'hui est capable de dire à 5 ans ce que deviendra le métier des médias, franchement, bravo. On peut faire quelques hypothèses, effectivement, mais je pense qu'elles vont toutes dans le bon sens à partir du moment où l'IA est effectivement dirigée par l'humain. C'est quelque chose de très important. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à un jeune qui veut se lancer dans les métiers du média à l'ère de l'intelligence artificielle ? Je pense que chaque période a eu ses spécificités et a profité des progrès. Il y a une période où on avait le téléx et une période où on avait le fax, puis le Minitel, et puis ensuite il y a eu le mail. Et puis ensuite, il y a eu le digital, les sites internet. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux. Et maintenant, il y a l'IA. À chaque époque, en fait, les jeunes sont nés avec les évolutions technologiques. Ma conviction, c'est que aujourd'hui, l'IA, c'est l'encyclopédie des années 70 et 80 ou 90. C'est-à-dire que dans les années 70, 80, 90, eh bien, on allait dans les bibliothèques, on passait des heures et des heures et des heures, parfois des jours, parfois des semaines à travailler. Aujourd'hui, on gagne du temps avec l'IA. Mais là où on assimilait bien les données, puisqu'on y travaillait pendant des heures, il faut prendre soin d'assimiler les données qui vous sont transmises par l'IA également. C'est-à-dire qu'il faut apprendre. La différence qu'il peut y avoir, c'est la construction du prompt, de ce que vous voulez, du brief. Ce qui est important, c'est aussi avoir pu assimiler les données et de savoir les retranscrire à l'oral. En fait, ça, c'est très important. Et je dirais qu'un jeune aujourd'hui qui commence à faire ses études avec l'IA doit en profiter le plus possible, mais il doit savoir que l'IA, en fait, peut être dangereuse si l'étudiant, le jeune, considère qu'il l'utilise sans apprendre. L'IA doit permettre d'apprendre plus de choses encore et d'apprendre plus rapidement. Ça ne doit pas empêcher d'apprendre. L'IA, ça ne doit pas générer de la paresse. Ça doit simplement nous permettre de gagner du temps et ça doit nous permettre également d'apprendre plus de choses. En tant qu'entrepreneur, que pensez-vous de l'utilisation de l'intelligence artificielle ? On doit utiliser l'IA, mais on doit l'utiliser en mentionnant qu'on a utilisé l'IA. Dans 1 an, dans 2 ans, ça ne sera même plus la peine puisque ça sera évident que tout le monde utilise l'IA. Il n'y a rien de honteux, au contraire. Je trouve qu'on serait un peu ringard à ne pas utiliser l'IA. Je crois que faire de la résistance contre l'IA, c'est ringard aujourd'hui. Ça n'a pas de sens en réalité. Mais il faut savoir faire les vérifications
qui permettent de garder la crédibilité de votre travail. Il faut vérifier. Tout n'est pas juste encore. Et donc il faut utiliser l'IA, apprendre par l'IA. L'IA ne doit pas générer de la paresse en vous, elle doit vous permettre d'aller plus vite. Et puis vous devez véritablement vérifier que les données générées par l'IA sont justes. Franck, c'est maintenant l'heure du format tac au tac. Vous avez 30 secondes pour répondre à chaque question. On doit choisir, hein, mais on sait que choisir, c'est renoncer. Mais bon, il faut faire un choix, on va le faire. Attention, on a parfois envie de donner les deux réponses. Hein, mais bon. Branding, long terme, évidemment, même si le court terme est important, mais long terme. Parce que le résultat se mesure sur la durée et que un résultat à court terme peut se transformer sur un fiasco ensuite. Et que le long terme permet la mémorisation, en fait. Humain parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'humain qui doit diriger l'IA et non pas l'IA qui doit diriger l'humain. La presse est le média le plus sous-estimé aujourd'hui. On a tendance à penser que la presse, c'est fini. Non, c'est pas fini. La presse, aujourd'hui, a un caractère statutaire. On voit bien que dans un mix média, la presse, le digital, les réseaux sociaux, l'event sont le combo, la combinaison gagnante aujourd'hui. La dernière campagne de pub qui m'a marqué, je ne vais pas être très original je pense, c'est la campagne Orange réalisée par Marcel à 1 an du mondial féminin. En fait, on voit l'équipe de France de football masculine jouer. Et en fait, par une prouesse technologique, on se rend compte que ce n'est pas les Mbappé qui jouent, mais c'est les joueuses de l'équipe de France féminine. Et ça montre que en fait, le football féminin est devenu un sport majeur aujourd'hui et que les gestes qu'on attribuait aux joueurs de l'équipe de France masculine étaient en fait les gestes de l'équipe de France féminine. Donc c'est une campagne qui a été multiprimée et c'est vraiment celle qui m'a marqué ces derniers temps.